Prestation de serment de Muhammadu Buhari, nouveau président de la République fédérale du Nigeria ce matin à Abuja. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a assisté à la cérémonie qui a mobilisé plusieurs chefs d'État. Buhari, qui avait dirigé le pays dans les années 80, s'est engagé à lutter contre l'insécurité, la corruption et l'impunité. Lancement de la campagne agricole 2015-2016 de la CMDT dans la filiale sud avec une prévision de 30 000 tonnes pour les producteurs de Kolonjeba. La déclaration a été faite au cours du lancement de la campagne de la coordination de Bougoulou. Football, deuxième tour retour du championnat d'Afrique des moins de 23 ans. Les Aigles Espoirs reçoivent demain samedi au stade Omnisport la Mauritanie pour confirmer le nul d'un but partout du match aller il y a une semaine à Nouakchott. Merci de rester sur nos programmes. Bonsoir et bienvenue au journal sur l'ORTM. Le nouveau président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, a prêté serment ce matin à Eagles Square à Abuja. L'événement grandiose a mobilisé plusieurs chefs d'État, dont le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Muhammadu Buhari, le général de 73 ans, accède à la magistrature suprême de son pays après 30 ans. Il avait dirigé le Nigeria dans les années 80 à la suite d'un coup d'État. Dans son discours d'investiture, il s'est engagé à lutter contre l'insécurité, la corruption et l'impunité. Il s'agira donc pour Buhari de bâtir un nouvel État fort et renoué avec la croissance économique qui est en baisse à cause de la chute des cours mondiaux du pétrole. Envoyé spécial à Abuja, Mohamed Diarra et Ibrahima Koulibaly. Une nouvelle ère s'ouvre dans l'histoire du Nigeria avec l'investiture du tout nouveau président de la République, Muhammadu Buhari. Une cérémonie sous haute surveillance sécuritaire. L'objectif affiché est d'éviter tout attentat. Depuis 7 h du matin, la foule a convergé vers Eagles Square en présence d'une trentaine de chefs d'État, dont le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. On notait aussi la présence du secrétaire d'État américain John Kerry, le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius. Le moment solennel et émouvant a été la passation des charges entre le président sortant et entrant. La main sur le Coran, le nouvel homme fort du Nigeria a prêté serment devant le président de la Cour suprême. Muhammadu Buhari s'est engagé à respecter et à faire respecter la Constitution. Il a promis de préserver l'intégrité du territoire nigérien. Avant Muhammadu Buhari, le vice-président s'était soumis au même exercice. La seconde étape a été la présentation des symboles du pouvoir au nouveau président suivi de 21 coups de canon. Le 16e président de la République fédérale du Nigeria devient ainsi le commandeur en chef des forces armées nigérianes. Après, la parade militaire pouvait commencer sous les applaudissements du public. Muhammadu Buhari est un terrain connu. Il a eu à diriger le Nigeria pendant 20 mois de décembre 1983 à août 1985 à la suite d'un coup d'État. Le candidat malheureux aux élections présidentielles de 2003, 2007 et 2011 a dû attendre son heure pour être aux commandes de son pays. L'ancien haut gradé de 73 ans a été élu le 28 mars contre le président sortant Goodluck Jonathan lors de la première alternance démocratique de l'histoire du pays avec plus de 53% des voix. Le septuagénaire à l'énergie débordante hérite d'un pays qui traverse des moments difficiles avec une économie fragilisée notamment à cause de la chute des cours mondiaux du pétrole. Pour rappel, la première puissance économique du continent produit plus de 2 millions de barils par jour. Conscient des défis qui l'attendent, le nouveau président de la République fédérale du Nigeria a prononcé un retentissant discours d'investiture dont l'effet recherché est d'insuffler un réel espoir chez l'ensemble des populations nigérianes. Le premier challenge est de gagner la bataille contre Boko Haram. Et sur ce point, le président Buhari a remercié les forces armées tchadiennes et nigériennes qui combattent aux côtés des troupes nigérianes. En plus de la sécurité, il a promis de s'attaquer au phénomène de la corruption, de la lutte contre le chômage. Parmi ses priorités, il y a aussi l'accès à l'électricité pour éviter les coupures intempestives. Il a aussi mis l'accent sur le renforcement de la cohésion sociale sans distinction de race et de religion avec cette phrase « J'appartiens à tout le monde et je n'appartiens à personne ». Il s'agira donc pour le nouveau président de mener un travail d'Hercule pour instaurer la bonne gouvernance dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Auparavant, le président Buhari avait rendu hommage à son prédécesseur Goodluck Jonathan et salué la solidarité des chefs d'État venus à cette cérémonie. À partir de cet instant, le compteur tourne et c'est parti pour un mandat de 4 ans qui ne devrait pas être du tout repos pour le général.
Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, je vous le disais, qui était parmi les invités de marque de cette cérémonie, a salué l'esprit dans lequel s'est déroulée l'élection présidentielle au Nigeria. Le chef de l'État s'est aussi félicité de la détermination du président Muhammadu Buhari à combattre Boko Haram pour la stabilité en Afrique. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux à Abuja, Mohamed Diarra et Ibrahim Koulibaly. L'événement singulier est attendu. On l'a dit, c'est la première fois que l'investiture au Nigeria se festive. Cela est dû surtout à la manière dont les élections se sont déroulées. Le protagoniste reconnaît avant l'application des résultats. Sa défaite est félicitée d'entendre beaucoup de choses. Je cela à l'ensemble de ce que nous avons vécu, un peu en joie, un peu en fête, confiance en l'avenir et déterminé désormais à ce qu'il en soit ici. Donc, les collègues d'Afrique et du reste du monde, nous avons même participé à la belle cérémonie d'investiture du président et du Nigeria, le général Muhammadu Buhari. C'est une occasion de vraiment réformer l'amitié du Nigeria et notre heureuse coopération au sein de la CEDEAO. J'aimerais vraiment renforcer cela. Et surtout que ce pays, qui est l'un des plus importants en termes géographiques, en termes économiques, soit dans une telle tonalité démocratique, rassure la plus belle façon. Je crois que c'est tout cela qui fait que nous sommes heureux d'en avoir été. C'est difficile de mettre également la démocratie politique. Bien sûr, vous voyez, il y a toutes les mesures drastiques qui sont autour de nous, et cela se comprend parfaitement, vu l'environnement, l'atmosphère et cette menace de Boko Haram que l'on sait. La note dans le discours du président nouvellement élu, sa totale détermination à lutter contre Boko Haram. Je crois que c'est une bonne chose. La féliciter les États qui déjà sont à l'œuvre avec le Nigeria lui-même, le Cameroun, le Tchad et le Niger. Et vous savez que nous sommes solidaires de tous ces pays-là, en amitié avec eux, qui sont également présents, en tout cas pour le Tchad et le Niger, au Mali. Nous sommes concernés, et c'est tout ça, notre cœur prend une autre dimension. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité sonore quelque peu défectueuse de cet élément. À présent, le contenu de ce communiqué du gouvernement par rapport à la célébration de la journée internationale des casques bleus. Le gouvernement de la République du Mali se réjouit de la célébration ce 29 mai de la journée internationale des casques bleus. Le gouvernement de la République du Mali, en cette circonstance, adresse ses vives félicitations au secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, à l'ensemble des casques bleus de l'ONU à travers le monde et singulièrement ceux de l'aménagement dont les interventions diverses et multiformes s'inscrivent au chapitre de la restauration de la paix et de la sécurité dans notre pays. Le gouvernement de la République du Mali voudrait par la même occasion s'incliner pieusement devant la mémoire de tous les casques bleus tombés sur le champ de l'honneur et souhaiter prompt rétablissement à ceux blessés pour la défense de l'intégrité du territoire national, du caractère unitaire de l'État malien ainsi que de la forme laïque et républicaine. Le gouvernement de la République du Mali renouvelle sa reconnaissance à toutes les forces amies présentes dans notre pays et qui, malgré le lourd tribut payé en vies humaines, poursuivent résolument leur difficile et délicate mission de stabilisation du pays et pour la réconciliation nationale. Plénière à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté cet après-midi le projet de loi. Le premier porte sur la fixation du capital social de la société à responsabilité limitée. L'adoption de ce texte va contribuer à attirer les investisseurs étrangers. Le second projet de loi, approuvé par les élus de la nation relatif à la réglementation des bureaux d'information sur le crédit. Le BIC est chargé de collecter des informations sur les clients. Les détails dans ce reportage de Bourama Traoré. Le Mali rejoint la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ils sont désormais 3 pays sur les 8 de l'UEMOA à adopter le projet de loi portant réglementation des bureaux d'information sur les crédits. Le BIC, comme on appelle, est une institution de collecte d'informations sur les crédits.
C'est une structure qui est là pour appuyer les institutions financières, les systèmes financiers décentralisés et autres structures financières en matière de rapport entre clients et banques et institutions financières. Pour un départ, l'activité du bureau d'information sur les crédits sera opérée sur une base régionale. En termes clairs, la capitale ivoirienne Abidjan va abriter les sièges sociaux du BIC. Votre combat, c'est de faire en sorte que demain, le Mali qui est dans un pays où il y a trop d'informels, contrairement à la Côte d'Ivoire où on est peut-être en quand il y a 1000 entreprises qui sont bien structurées, au Mali peut-être il y a 2. Le rapport économie Ivoire et Mali est tellement grand que vous le poussez à encore nous avaler. Des filiales du BIC seront créées dans les 8 pays membres de l'UEMOA selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, représentant son collègue des Finances. C'est là conformément au choix de la BCEAO. Le simple fait de commencer d'abord par un premier bureau à Abidjan ne veut pas dire qu'en réalité tout est géré et tout est décidé à partir d'Abidjan. Donc ce bureau aura des antennes dans tous les pays et de l'UEMOA. Ces antennes vont travailler effectivement avec ce bureau. Mais si dans quelques mois, au niveau du Conseil des ministres, les orientations sont données pour aller à 2, 3, voire 4 bureaux, et cela sera fait dans les différents pays concernés. Il n'est pas exclu que dans 2 ou 3 ans à Bamako, qu'on puisse avoir un bureau d'information sur le crédit. L'adoption du nouveau projet de loi va donner un nouveau souffle à l'économie nationale, surtout améliorer la place qu'occupe le Mali. Dans les derniers rapports Doing Business, notre pays a été classé 146e sur 189. Cette loi qu'on vote, ce n'est pas pour avoir un classement, mais c'est pour gagner de l'argent. Pour que les prix maliens gagnent de l'argent, acheter moins cher. Vous avez dit que tantôt, dans certains pays, c'est 5, 6%, 7%. Chez nous, c'est 12%. L'argent est cher au Mali. Tout est lié. C'est lorsque nous avons un bon classement au Doing Business que les investisseurs viennent. Donc c'est lié. Donc le classement au Doing Business, c'est la Banque mondiale qui dit, voilà le Mali, comme vous l'avez dit, est 132e, avec les réformes que nous avons vues passer en 2014 et en 2013 au Mali, de 130e, nous amenons le Mali 80 ou 90e. Mais c'est un indicateur, c'est un signal fort pour les investisseurs. En ce moment, les investisseurs savent qu'il y a des efforts qui sont faits au Mali pour améliorer le climat des affaires. En ce moment, ils sont prêts à venir au Mali. Le second projet de loi adopté par les députés porte sur la fixation du capital social de la société à responsabilité limitée. L'adoption du texte rend désormais le Mali plus compétitif sur le plan économique et permet d'attirer les investissements étrangers. Ça rentre dans le cadre des indicateurs de la Banque mondiale qui retient ces critères-là pour classer les pays dans le cadre des investissements. Donc la Banque mondiale a une date pour ce faire et c'est le 31 mai. Et il faudrait bien que l'Assemblée puisse adopter le projet avant le 31 mai et c'est ce que nous avons fait. Le projet de loi précise que le montant du capital social de la société à responsabilité limitée est librement fixé par les associés. Il est également divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à 5 000 francs CFA. Le montant de 5 000 francs ne se rapporte pas au capital, il se rapporte à la part sociale. Donc, premier élément de clarification, la loi vise à ne pas fixer de montant en ce qui concerne le capital. Mais s'assure pour dire qu'il faudrait qu'il y ait quand même des parts sociales, qu'il n'y ait pas, que le capital ne soit pas supprimé, à donner un minimum de plancher pour ce qui concerne la part sociale. Les deux projets de loi approuvés par les députés ont un dénominateur commun, l'amélioration du climat des affaires au Mali, une activité à laquelle la représentation nationale entend jouer toute sa partition. Le contenu de cet communiqué à présent avant de poursuivre, le président du Conseil économique, social et culturel informe les membres du Conseil et les membres associés que la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de la 5e mandature aura lieu le lundi 1er juin 2015 à 9h au siège de l'institution à Koulouba en présence de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Mise en place à terminer 8h30. Il est à signaler que les séances sont publiques. Les chargés de communication des départements ministériels, et les journalistes doivent travailler en bonne intelligence pour relayer le message gouvernemental. Le sujet était au centre d'une rencontre que le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication a eue cet après-midi avec les différents acteurs du domaine. Au cours de cette rencontre, le ministre a rappelé les innovations qui seront apportées surtout au niveau du journal télévisé de l'ORTM. Choguel Kokalamaïga est au micro de Amadou Sankaré.
Nous avons souhaité rencontrer les chargés de communication des ministères et les organes chargés de la communication au niveau du gouvernement, l'ORTM, la MAP et l'ANCD, pour échanger sur l'amélioration de la communication gouvernementale. Il y a quelques semaines, j'avais reçu les deux parties ici en indiquant qu'il faut que nous fassions des efforts pour faire plus de pédagogie en direction des populations par rapport à ce que dit et fait le gouvernement. J'avais donc donné des indications en ce qui concerne les formats dans lesquels nous souhaitons voir les interventions publiques des institutions constitutionnelles, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le président du Haut Conseil de collectivité, le président du Conseil économique et social et le président de la Cour constitutionnelle, quel traitement spécifique il faut réserver à leurs interventions. Nous avons aussi demandé aux différents chargés de communication des ministères de travailler en bonne intelligence avec les agents de l'ORTM et de la MAP de manière à ce que de façon rationnelle les messages les plus sensibles pour les ministres puissent être diffusés. Il se trouve qu'il y a eu des malentendus parce que au niveau des chargés de communication, il nous était revenu qu'il y a certaines interprétations de ce message et au niveau des journalistes aussi. Nous avons donc tenu dans un échange très détendu à être au même niveau de compréhension de comment nous voyons le travail de communication gouvernementale. Nous avons aussi parlé d'une préoccupation du chef du gouvernement qui estime qu'il faut que la présentation du journal télévisé puisse être améliorée. J'ai donc invité les différents organes, notamment l'ORTM, à réfléchir sur la durée du journal télévisé, sur le contenu, sur la façon de présenter les conclusions du Conseil des ministres et même la façon de les commenter. J'ai donc demandé aux différents chargés de communication d'échanger au niveau du cabinet avec leurs ministres. À l'ORTM, la MAP et l'ANCD naturellement auxquels revient le gros du travail, surtout à l'ORTM, de réfléchir et de nous faire des propositions rapidement pour que nous puissions les faire remonter au niveau de la hiérarchie pour prendre des décisions qui prennent en compte les préoccupations de l'écrasante majorité des Maliens. Monsieur le ministre, beaucoup de gens pensent aujourd'hui que le journal, en tout cas avec ce format-là, le journal de l'ORTM est long. Qu'en dites-vous? J'ai expliqué aux uns et aux autres qu'à chaque époque correspond ses préoccupations. Je vous donne un exemple, je souhaite que ça soit dit. L'autre jour, lorsque la République populaire de Chine a fait un geste de haute portée politique en faisant don de matériel de tout genre de plus de 7 milliards à notre pays, le président a fait un discours à un contenu politique et historique très important. Mais du point de vue du traitement purement journalistique, toute la partie politique et historique a été omise. Ça veut dire que si on laisse le traitement purement journalistique, on peut omettre souvent les aspects politiques qui sont plus importants pour les institutions. J'ai aussi informé les chargés de communication des ministres et les directeurs des organes de presse de l'État de l'adoption par le gouvernement des textes portant organisation, création, organisation et fonctionnement du centre d'information du gouvernement du Mali, SIGMA, qui va être un outil, un instrument de travail, leur partenaire privilégié, un outil d'analyse, de collecte et de riposte au niveau de l'information gouvernementale. Voilà, à suivre donc l'intégralité de l'interview du ministre Choguel Kokala Maïga après ce journal. La Banque africaine de développement BAD connaît depuis hier son nouveau président à l'issue d'un scrutin auquel ont pris part 78 candidats, dont notre compatriote Birama Sidibé. Au lendemain de ce vote exemplaire, complexe rebondissement, nos envoyés spéciaux à Abidjan ont rencontré le désormais ex-candidat du Mali pour la présidence de la BAD. Birama Sidibé remercie le peuple malien et tous ceux qui ont soutenu sa candidature. Il est fier d'avoir représenté son pays à cette compétition qui contribue à la promotion des cadres du Mali. Birama Sidibé est au micro de Sori Ibrahim Keita. L'élection s'est terminée, comme vous avez vu avec les résultats que vous avez vus.
je voudrais vraiment surtout remercier les sœurs et frères du peuple et le peuple du Mali pour le support inébranlable dont moi-même, ma modeste personne, a fait l'objet. Et remercier le président de la République et qui, depuis le lendemain de son élection, a porté ce projet silencieusement, avec tout le talent qu'on lui connaît et toute l'habilité qu'on lui connaît. Et c'est la partie visible qu'on voit aujourd'hui. Merci à la diplomatie malienne. Nous avons une diplomatie fantastique. On a de petits moyens, mais le Mali est un grand peuple. Je pense que c'est ce qu'on doit retenir. Nous n'avons pas démérité. Nous avons présenté un projet, nous avons présenté une ambition qui a été unanimement reconnue comme une bonne ambition pour l'Afrique. Et le drapeau du Mali derrière moi était ce dont j'étais le plus fier. Je voudrais profiter de votre micro pour dire que s'il y a déception, c'est la déception causée aux Maliens qui voyaient en cette aventure un projet, une bonne nouvelle pour le pays. Ce n'est pas perdu. Je pense que de ce qu'on peut appeler un échec, on a toujours les éléments pour pouvoir bâtir sur des succès nouveaux. Et ce qu'on prie pour le Mali, c'est vraiment du grand succès de sortir de nos difficultés. Je ne souhaite pas qu'on mette la responsabilité sur qui que ce soit. Je n'aurais pas pu avoir un meilleur appui de quelque pays que je sois. L'appui, c'est le cœur, c'est l'ambition, c'est les moyens, ça n'a pas fait manquer, ni par le président de la République qui était le père de cette affaire, ni par les 3 gouvernements successifs qui m'ont soutenu, à commencer par M. Ly, à M. le Premier ministre Mara et M. Keïta maintenant, et tout le gouvernement, je vous assure que rien n'a manqué pour moi. Donc si on en est à ce point aujourd'hui, bon, c'est la décision de Dieu et en bon musulman, on sait que Dieu fait ce qui est bon pour nous tous. Je demande à mes frères et sœurs, à tous ceux qui ont prié et mis un espoir, que les choses, des fois, peuvent aller dans le sens contraire de ce qu'on pense. On a eu 2 super ministres, vraiment, qui ont fait un travail fantastique à Abidjan. On a eu le soutien bienveillant de toutes les autorités, et surtout le Mali, le drapeau. Et je suis sûr que nous continuerons à nous battre pour notre très beau pays. La plus grande fierté, c'est la fierté d'appartenir à ce peuple. Continuons à prier pour le pays, pour les dirigeants et pour qu'on retrouve le chemin de la paix. Oublions les déceptions, parce que je pense que les succès, on les bâtit sur ce qu'on peut appeler échec. Mais je ne considère pas comme un échec, parce qu'il y a 8 candidats, il y a d'autres considérations que des considérations simplement de projet. Il y a des intérêts, et puis il ne faut pas passer de jugement d'ailleurs. Je crois que les choses sont comme ça. C'était pas un examen, parce qu'un examen comme passer un bac ou une licence, c'est vraiment... on sait les critères de choix, mais quand on est dans ce genre d'exercice, c'est plus que ça. Et le blâme n'est à mettre sur personne, c'est ce que je demande surtout. Voilà, la Banque africaine de développement a donc un nouveau président et c'est le Nigérian Akinwumi Adesina qui a été élu et qui remplacera le Rwandais Donald Kaberuka. On le rappelle, l'élection du nouveau président aura été l'enjeu majeur de ces assises annuelles de la BAD. Nos envoyés spéciaux ont approché le Sénégalais Babacar Ndiaye, ancien président de l'institution, pour comprendre cette présidence et évoquer les nouveaux défis qui s'imposent à l'institution africaine. La banque a 50 ans. Il y a eu toujours des périodes d'élection du président, mais jamais. Il faut quand même convenir, cette ambiance électorale n'a été vécue avant. Jamais. Et c'était 2 ou 3 candidats, et on pensait aussi aux candidats en passant à la zone géographique ou linguistique. Et l'influence particulière de leur pays, leur diplomatie. Et la dimension du candidat était très importante, mais c'est le pays qui vendait cette dimension du candidat. À la 2e élection, si le candidat a fait ses 5 ans et demande d'être réélu, là son bilan parle plus que l'influence diplomatique de son pays. Donc, le cas de figure est différent que cette fois-ci. La première étape, savoir comment élire ce nouveau président. Bon, le nouveau président, si on doit parler on doit voir ses compétences par rapport
aux réalisations faites par le président sortant, si on doit le voir par rapport aux défis qui se posent à l'Afrique, et ce défi également est tout à fait différent de ce qui existait avant. Les membres du conseil du district de Bamako ont élu ce matin le nouveau deuxième adjoint au maire du district. Il s'appelle Ibrahima Dioni et remplace Feu Adi Modissal. Le vote s'est déroulé en présence de 26 conseillers sur 27. C'était au cours d'une session extraordinaire convoquée par la mairie du district. L'équipe a 4 mois pour finaliser les grands chantiers entamés par la mairie avant les élections communales prévues en octobre prochain. Compte rendu Sira Bachili. Il s'appelle Ibrahima Dioni, conseiller à la mairie de la commune 5 et c'est lui le désormais deuxième adjoint au maire du district de Bamako. Il remplace Feu Adi Modissal à ce poste décédé il y a 2 mois. En la mémoire du défunt, les conseillers du district ont observé 1 minute de silence avant tout processus électoral. Pouvaient ensuite suivre la vérification des mandats et la relecture des textes. 2 candidatures ont été enregistrées, celle de Ibrahima Dioni et de Mamadou Sine, tous 2 membres du conseil du district. Sur les 27 conseillers de la mairie du district de Bamako, 26 étaient présents. Le vote s'est soldé par 2 bulletins nuls, 7 voix pour Mamadou Sine et 17 pour Ibrahima Dioni. Je suis conseiller du district, je suis à mon 3e mandat, donc je connais la boîte, je suis avec cette équipe. Donc c'est un travail qui est de continuité. Donc nous allons travailler la main dans la main avec le maire et le premier adjoint et toute l'équipe. Même s'il ne reste plus que 4 mois à l'équipe, les chantiers sont énormes. Il faut qu'ils suivent leur cours normal selon le maire du district. Les questions d'assainissement, les questions techniques de mobilité et les questions foncières. Vous savez quand même tous les problèmes que nous avons au niveau du foncier concernant la ville de Bamako. Donc je vous dis pleinement, malgré le peu de temps restant, il y aura effectivement du travail, il y aura du gain en mode. La mairie du district intervient dans l'assainissement de la ville de Bamako, son entretien, la gestion de la circulation routière, la mobilité urbaine ainsi que la gestion des équipements routiers et marchands. Ouverture ce matin à Onomo Hôtel de Bamako des travaux de l'atelier de formation sur les litiges stratégiques à l'intention des organisations de la société civile. Organisée par l'ONG Abarouli, la rencontre vise à renforcer les capacités des participants en matière de défense des droits de l'homme. Compte rendu de Agali Agissa. L'accès des victimes à la justice, c'est l'une des préoccupations de Abarouli. Entendez par là initiative État de droit de l'Association du barreau américain. L'organisation forme les acteurs de la société civile en plaidoyer. C'est à travers un atelier sur les litiges stratégiques. Les litiges stratégiques servent stratégiquement, d'une manière très appropriée, à faire un plaidoyer sur une question de violation des droits de l'homme, en faire une forte dénonciation publique pour que des solutions de niveau national puissent être prises pour y mettre un terme. Les travaux sont axés sur plusieurs thématiques comme les instances judiciaires nationales, la commission vérité. L'appropriation des différentes techniques développées au cours de l'atelier permettra de combler les attentes en matière de justice transitionnelle. Il s'agit d'aider le gouvernement malien à réhabiliter toutes les infrastructures judiciaires et pénitentiaires. Parce que, comme tout pays sortant de crise, vous devez savoir qu'il y a des infrastructures qui ont été détruites. Et avec son corollaire, évidemment, appuyer le gouvernement malien à déployer les magistrats sur le terrain. On attend plus de participants en fait qui puissent de manière très coordonnée, de manière très efficace, utiliser la somme d'informations que les participants possèdent. Et en utilisant la somme d'informations de manière stratégique, ils pourront mieux servir la cause des victimes. Quant au président des Avocats sans frontières, Seydou Doumbia, il a salué l'initiative qui contribue sans nul doute à la construction de l'état de droit. L'atelier auquel prennent part les acteurs des organisations de la société civile, des régions de Mopti, de Gao, de Tombouctou, de Kidal et du district de Bamako s'inscrit dans le cadre du projet conjoint Freedom House et Abarouli.
Voilà, en raison des travaux programmés, la société malienne de gestion de l'eau potable Somagep SA informe ses abonnés de Bamako et Kati que la fourniture de l'eau potable sera interrompue dans la matinée du 30 mai 2015 de 9h30 à 11h30 minutes. La reprise du service normal pourra intervenir éventuellement plus tôt que prévu. Et puis le directeur général des impôts rappelle aux entreprises et sociétés concernées que la date butoir d'acquisition des vignettes TTR, de déclaration et de paiement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt synthétique reste fixée au 31 mai 2015. Le directeur général des impôts rappelle que ce nouveau délai est consécutif à une large demande des associations socio-professionnelles. Les entreprises et sociétés ayant déjà versé des acomptes provisionnels devront solder le reliquat à la date butoir du 31 mai 2015. Le directeur général des impôts précise toutefois que cette date butoir coïncidant avec un jour non ouvrable, les opérations se poursuivront le lundi 1er juin 2015. Il invite donc toutes les entreprises et sociétés redevables de ces impôts à l'observance stricte de ces dispositions. C'est parti pour la campagne agricole 2015-2016 de la CMDT dans la filiale sud. 30 000 tonnes de coton-graines, c'est le volume de production prévu par les producteurs de Kolondieba pour la campagne 2015-2016. Ils l'ont déclaré au cours du lancement de la campagne de la coordination de Bougouni jeudi dernier. Cette activité a regroupé producteurs et services d'encadrement de la CMDT. Envoyé spéciaux Mamoudou Sidibé, Tchadja Moussa Kamara. C'est dans le champ de Draman Kone à Djelaninkoro, dans la commune rurale de Kébilar, cercle de Kolondieba, que la CMDT a procédé au lancement de la campagne de la coordination de Bougouni dans la filiale sud. Une coordination qui regroupe les producteurs de Bougouni, Yanfoula et Kolondieba. La journée du lancement a été mise à profit pour échanger sur la production, la qualité et le rendement du coton. Concernant la production, Kolondieba a été félicité pour avoir obtenu un peu plus de 25 000 tonnes lors de la campagne écoulée, soit un taux de 110%. Pour cette campagne 2015-2016, le cercle prévoit une production de 30 000 tonnes de coton-graines. Occasion pour les producteurs de ce cercle de solliciter auprès des décideurs l'implantation d'une usine de grainage. J'ai dit que l'usine est bienvenue à Kolondieba. Il faut qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Si le jour qu'on va voir qu'ils ont fait 50 000 tonnes, on peut amener l'usine ici. Donc je les encourage. Ils ont 30 000 tonnes cette année, qui prennent le courage. Même les superficies qu'ils ont programmées, ils peuvent faire 50 000 tonnes. Donc pour arriver à cet objectif de production, d'abord la mise en place de la semence et des intrants, ça a été fait à hauteur de souhait au niveau de l'ensemble du secteur. Nous avons demandé à l'encadrement de participer à la distribution de l'ensemble des intrants, de la semence jusqu'aux intrants, et de rester à côté des producteurs. L'autre élément, c'est le respect des itinéraires techniques. Yanfolla aussi a été félicité pour s'être classé en tête du rendement avec 1 tonne de sang à l'hectare. Pour combler les attentes, la direction de la CMDT a trouvé nécessaire d'aplanir tout ce qui peut être préjudiciable au bon déroulement de la campagne. Il y a des insuffisances notoires sur certains engrais. Les analyses l'ont prouvé. Tous les engrais, je précise tous les engrais, en tout cas les laboratoires qui ont été consultés pour analyse, que ce soit au Mali ou ailleurs, Sénégal, Côte d'Ivoire, Pays-Bas, France, toutes les analyses disent que tous les engrais ont quelque part un petit problème. Ce qui nous est parvenu officiellement, c'est 3404 tonnes, je précise bien 3404 tonnes au total sur les 224 000 tonnes d'engrais que nous avons reçus au total pour cette campagne. Sur les 3404 tonnes, il y a 1266 tonnes d'urée non conformes. Il y a 45 tonnes de complexe céréales non conformes et le reste, qui est 2049 tonnes je crois, c'est ce reste-là qui est du complexe coton. C'est ce qui est officiellement parvenu à ce jour aux structures que sont l'Union des sociétés coopératives de coton que Bagari dirige, la CMDT et l'OHP. Pendant que la CMDT a été vivement applaudie pour avoir remboursé à temps les producteurs, les mauvais clients de la banque ont été invités à s'acquitter urgemment de leurs dettes.
Le comité national des engrais a tenu à la direction des finances et du matériel à son comité d'orientation de 2015. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de cette rencontre de 2 jours, notamment l'élaboration du programme d'activité 2015-2016 et la relecture des textes en vigueur dans le domaine du contrôle des engrais. Pour la réussite de la campagne 2015-2016, le comité national des engrais mettra un accent particulier sur la qualité des engrais importés. Reportage de Abdraman Maïga. Au cours de cette session, les participants vont échanger sur un certain nombre de thèmes indispensables à l'atteinte des objectifs du Comité national des engrais. Il s'agit notamment de l'exécution des recommandations de la dernière session, de l'élaboration du programme d'activité 2015-2016 et de la relecture des textes en vigueur dans le domaine du contrôle des engrais. Si vous regardez nos textes aujourd'hui, ils ne sont pas très explicites. Par exemple, je prends un cas concret, quand on dit détruire l'engrais, comment il faut détruire l'engrais dans un pays comme le Mali, des aspects comme ça qu'il faut développer. La destruction, la correction, les sanctions à faire, donc des aspects sur lesquels on va beaucoup insister. Pour la campagne agricole 2015-2016, plus de 400 000 tonnes d'engrais seront mobilisées pour satisfaire les besoins des paysans. Une demande qui coûtera plus de 35 milliards de francs CFA au gouvernement et à ses partenaires. Cette rentrée exige du Comité national des engrais plus d'engagement et de rigueur quant à la qualité des engrais importés. Pour preuve, des prélèvements et des analyses effectuées au cours de la campagne précédente sur des échantillons de la CMDT et de l'HVN ont montré qu'environ le tiers des engrais en stock dans les magasins étaient hors normes. On a pris beaucoup de mesures. D'abord, depuis qu'on a commencé à faire les prélèvements en zone CMDT, nous avons rencontré tous les acteurs. Le premier acteur que nous avons rencontré, c'est la douane. C'est la douane qui contrôle les marchandises. Et nous avons demandé que la douane facilite le contrôle de qualité au niveau du développement. L'application de ces mesures permettra à notre pays de disposer d'engrais de qualité, ce qui aura pour impact d'améliorer la qualité des sols, d'augmenter la production agricole et du coup assurer la sécurité alimentaire au Mali. En 4e région, dans le cadre de la coopération transfrontalière, le gouverneur de la région de Ségou et son homologue de la boucle du Nou Burkina Faso ont procédé mercredi dernier à l'ouverture officielle des pistes à bétail. La cérémonie s'est déroulée à Madouba, une localité du Burkina Faso. Les deux délégations ont également visité quelques réalisations dans le centre de santé transfrontalier, un centre réalisé à plus de 300 millions de francs CFA. Reportage signé Kandesila. Accueil de la délégation malienne par la partie burkinabé à Madouba, première commune sur le territoire burkinabé, et coupure du ruban symbolique d'une piste à bétail par le gouverneur de Ségou et son homologue de la région de la boucle du Mouhoun. Cette activité est réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de la convention locale de gestion dans l'espace transfrontalier Tomia-Kossi, une convention qui regroupe 4 communes du Burkina Faso et 5 du cercle de Tomia au Mali. Par rapport aux soucis exprimés des populations frontalières, pour éviter les conflits entre les éleveurs, les populations même ont initié cette idée de sortir des pistes de passage d'animaux. L'espace Kossi-Tomia abrite plusieurs autres activités réalisées dans le cadre de la coopération transfrontalière Mali-Burkina. Ces réalisations, visitées par les deux délégations, sont entre autres 2 banques de céréales, l'une au Burkina et l'autre dans le cercle de Tomia, ainsi qu'un centre de santé transfrontalier. Ce centre réalisé en 2012 à plus de 300 millions de francs CFA, dont 24 millions d'équipements, couvre 14 villages des districts sanitaires de Nouna et de Tomia. Le Burkina Faso et la République du Mali, faut-il le rappeler, ont fait de l'intégration leur cheval de bataille. En témoigne la réalisation du centre de santé Worankwi-Wania, considéré comme un cas d'école en Afrique et un exemple unique d'intégration sous-régionale. Le chemin déjà parcouru est à mon avis encourageant de 2006 à nos jours en termes de résultats et d'impact. J'ose espérer que nos collectivités territoriales, nos populations et les organes de gestion sauront relever le défi de la performance en matière de coopération transfrontalière, véritable outil de développement humain durable. Toutes ces activités
ont été réalisés dans le cadre du projet d'appui au programme Frontières de l'Union africaine, financé par la coopération allemande GIZ, en partenariat avec les départements en charge des questions de frontières du Burkina et du Mali. Opération retrait des cartes Nina, les électeurs traînent le pas. Le gouverneur du district de Bamako a visité ce matin les centres d'enlèvement des cartes Nina en commune 5. Pendant 3 semaines d'opération, l'affluence est encore timide. C'est ce que nous rapporte notre reporter Daouda Sidiki Diarra. À 24 heures seulement de la fin des opérations de retrait de cartes Nina, initiées depuis le début de ce mois, les populations de la commune 5 ne se bousculent pas pour venir chercher leurs cartes. Et pourtant, les cartes sont disponibles et n'attendent que leur enlèvement. C'est le cas ici à la mairie de la commune 5 où le gouverneur du district s'est rendu pour constat. L'affluence est timide dans ce centre de Torokorobougou. Nous avons les anciennes cartes et les nouvelles cartes. Du 6 5e mois 2015 au 28 5e mois 2015, on a remis 630 cartes, dont 46 anciennes cartes et 584 nouvelles cartes. Donc c'est timide. On a mis à contribution les imams, les chefs de quartier. Les gens sont venus 2 ou 3 jours, il y a eu une affluence. Et après, il y a eu un relâchement, quoi. On a du mal à comprendre pourquoi ceux-ci ne sortent pas pour aller chercher leurs cartes. J'ai quelques 48 080 cartes à être enlevées. Et au jour où je vous parle, nous ne sommes qu'à peu près à 5 783, soit 12,02%, ce qui est très faible. Quand on sait que c'est avec la seule carte qu'on peut exercer le droit de vote. Plus loin, au centre secondaire d'état civil de Kalabankoura, plusieurs équipes ont été mobilisées. Elles ont pour mission d'accueillir et d'aider les gens à accéder à leur carte Nina. Ici, il y a un peu d'affluence comparativement à Torokorobougou. Le mardi à aujourd'hui quand même, chaque fois nous sommes dans les centaines. Oui. Surtout, c'est vers la fin que les gens se mobilisent beaucoup. Sinon, au début, on avait des résultats mitigés. Souvent on est dans les centaines, souvent on redescendait. Ça dépendait des jours. En attendant la fin des opérations, le gouverneur du district invite les populations à venir enlever leurs cartes. Aux candidats et en compétition aux partis politiques, et de continuer à mobiliser, à s'adresser aussi à leur électorat. Parce que je crains qu'ils aient beaucoup plus de militants, mais pas de lecteurs. Et pourtant, le jour du vote, ce n'est pas les militants dont on a besoin, c'est les électeurs. La carte Nina est un préalable pour que les gens puissent voter et relever le taux de pourcentage du vote du dimanche prochain. Il s'agit de l'élection partielle législative qui se déroulera en commune 5. Vous l'avez compris, nous ouvrons ainsi la page réservée à cette législative avec les électeurs de la commune 5 du district de Bamako qui sont donc appelés aux urnes dimanche prochain pour élire leurs députés à l'Assemblée nationale. À cette occasion, le président de la commission électorale nationale indépendante lance un appel aux électeurs pour un vote massif et paisible. Le docteur Mamadou Djamoutani est au micro de Batraoré. Cette élection constitue d'abord pour nous tous une occasion d'avoir une pensée pieuse pour Mme Oumou Simbo Keïta, députée élue dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako et arrachée à notre affection le 24 février 2015. Elle constitue aussi pour la CENI l'occasion de rappeler qu'une élection partielle s'organise et se tient selon les mêmes dispositions légales que les élections générales. La campagne électorale, ouverte le 10 mai 2015 à 0h, sera close aujourd'hui à minuit. Elle s'est déroulée jusqu'à présent sans incident regrettable. Pour cette élection, 14 candidatures ont été validées par la Cour constitutionnelle. 245 025 électeurs, dont 132 115 hommes et 112 870 femmes, répartis entre 512 bureaux de vote, eux-mêmes répartis entre 30 centres de vote, sont appelés aux urnes le dimanche 31 mai 2015. La CENI, avec ses 512 délégués dans les bureaux de vote et les 110 observateurs électoraux qu'elle a accrédités, veilleront à la régularité du scrutin
du dimanche 31 mai 2015. Je lance un appel aux électrices et aux électeurs de la commune 5 pour une participation massive et pour faire de la journée du dimanche 31 mai 2015 une journée électorale bon enfant. Voilà, fin donc de campagne pour les législatives partielles de dimanche prochain en commune 5. Le COGEP Mali et l'Alliance communale pour la justice sociale ont mobilisé leurs militants à Kalabankoura, le porte-étendard du groupement, et Suleiman Bouakar Dia, un jeune architecte pour cette élection partielle. Les femmes et les jeunes ont promis de faire élire leur candidat dès le premier tour avec un score honorable. La cérémonie de clôture de campagne s'est déroulée en présence de notre reporter Bouakar Sissoko. Le comité des jeunes patriotes du Mali, COGEP Mali, et l'Alliance communale pour la justice sociale se sont donné la main pour porter leur choix sur Suleiman Boubacar Dia, un jeune architecte, pour cette élection législative partielle du dimanche 31 mai 2015 en commune 5 du district de Bamako. Selon ces deux structures, le candidat Suleiman Boubacar Dia incarne les valeurs de probité et de justice sociale. C'est tout simplement l'homme de la situation qui peut combler les attentes des populations à l'Assemblée nationale. Un patriote fait, qui a commencé par lui-même, engagé jusqu'au dernier degré, à former la jeunesse malienne. Je vous invite, la jeunesse du Mali, mettez les patriotes là où ils doivent être, afin que le Mali soit sauvé. Les femmes n'en disent pas moins. Elles fondent tout leur espoir sur le candidat. Qu'on voit l'effet de Calaban dans les urnes le soir à 21h, qu'on nous appelle pour nous dire que Honorable Dia sera avec nous demain pour fêter la victoire. Inch'Allah. Le candidat de l'Alliance communale pour la justice sociale est confiant et compte sur le soutien des femmes et des jeunes de tous les quartiers de la commune 5. Je suis fier d'être auprès de ce parti aujourd'hui. Je suis sûr et certain qu'Inch'Allah, le dimanche prochain, à 21h, comme ma mère l'a si bien dit, nous allons célébrer cette victoire avec la participation massive de COGEP. COGEP, merci. Je remercie également l'équipe infatigable, l'équipe de l'ACJS, Alliance communale pour la justice sociale. Les anciens doivent savoir désormais que quand je serai élu, ils auront leur avocat défenseur. Dia sera leur avocat défenseur. Les anciens, vous allez bénéficier de la formation quand je serai élu, Inch'Allah. Vous allez bénéficier des avantages. On va amener la révalorisation au niveau du corps enseignant. Les jeunes, la formation, elle sera prioritaire. Nos habitations sont transformées en hôtels. J'ai dit non. Les jeunes de COGEP et de ACJS entendent se mobiliser pour faire élire Suleiman Boubacar Dia dès le premier tour. Un engagement auquel ils tiennent. Ils ont également promis de rehausser le taux de participation au vote en faisant un record lors de ces élections législatives partielles en commune 5 ce dimanche 31 mai 2015. C'est Mamadou Daou Dimoualim qui va défendre les couleurs du parti des forces alternatives pour le changement FAC aux législatives partielles du 31 mai prochain. Ce nouveau parti entend faire des propositions de réformes en valeur du monde rural ainsi que pour l'amélioration de la gouvernance. Reportage signé nous Sissoko. Le parti des forces alternatives pour le changement FAC est en course pour les législatives partielles du 31 mai en commune 5 du district de Bamako. Ce parti, arrivé sur l'échiquier politique national il y a seulement 5 mois, entend s'investir pour porter haut son candidat Mamadou Daou Dimoualim. Mamadou Daou est l'un des pères fondateurs. C'est un militant dévoué, engagé pour la cause commune. Nous, notre parti, le choix des électeurs doit porter sur des hommes et des femmes dévoués pour la cause de la commune d'abord et du Mali en général. La devise du parti FAC est paix, sécurité, développement. Pour cette formation politique, le bien-être des Maliens passe par une bonne organisation du monde rural. Le développement de l'agriculture, la modernisation de l'agriculture, c'est la condition sine qua non du développement durable, humain durable en République du Mali. C'est ce secteur, le développement de ce secteur, l'innovation de ce secteur qui permettra à la République du Mali de sortir de l'ornière, de la précarité, de la pauvreté, de la lutte contre le chômage. Nous voulons donner confiance aux agents du monde rural. Je parle des pêcheurs, des agriculteurs, des éleveurs.
Il faut que l'agriculture nourrisse son homme, nourrit les Maliens et les Maliennes. Donc il s'agit de donner confiance aux agents du monde rural pour qu'ils puissent vraiment s'adonner à leur travail, pour qu'ils travaillent correctement et qu'ils aient confiance, qu'ils sachent que réellement ils peuvent vivre de leur métier. Ça c'est très important. En termes de terre, en termes de formation, en termes de mobilisation des ressources, je pense que c'est le seul secteur modernisé, réformé qui peut vraiment nous apporter tous ces changements-là. Les forces alternatives pour le changement comptent aussi proposer des réformes visant à améliorer la gouvernance. Quand on parle de projet de révision constitutionnelle, les gens voient tout de suite le mandat du président de la République. Non. Nous avons au niveau de notre loi fondamentale beaucoup d'insuffisances. Le texte est quelque part caduc. Donc il s'agit d'apporter quelques changements et l'adapter aux réalités du moment. Un match de gala, la remise d'équipements sportifs et des prestations d'artistes ont marqué cette fin de campagne du parti FAC en commune 5. Le parti de la solidarité africaine pour le développement et l'indépendance, SADI, a animé un meeting avec comme objectif de soutenir la candidature de Samou Sidibé pour l'élection législative partielle du 31 mai 2015. Mahmoud Doumbia. Pour marquer la fin de campagne pour les élections législatives partielles en commune 5 du district de Bamako, le parti SADI, parti de la solidarité africaine pour le développement et l'indépendance, a mis les bouchées doubles pour soutenir son candidat Samou Sidibé. Pour la réussite de l'événement, rien n'a été laissé au hasard, de l'animation musicale en passant par des exhibitions d'arts martiaux entre autres. Nous avons pu expliquer notre orientation, notre vision à toutes les populations de la commune 5. Mais c'est des messages qui vont aussi à l'endroit de tout le peuple malien qui aspire aujourd'hui au changement et qui sait que le parti SADI se bat dans l'hémicycle pour le changement. Alors c'est pour cette raison que nous lançons l'appel pas seulement à la commune 5, mais d'abord aux militants de la commune 5, d'abord aux populations de la commune 5 pour qu'elles sortent massivement pour aller voter le SADI, pour aller voter Samou Sidibé. Mais aussi aux Maliens qui nous écoutent, qui nous entendent à travers, dans tout le monde entier, qu'ils aillent dans le sens du changement. Aujourd'hui, c'est le changement ou le statu quo et c'est le SADI qui incarne le changement pour le peuple malien. Les thèmes utilisés face aux militants sont entre autres la lutte contre la fraude, les litiges fonciers, la corruption, l'inégalité sociale, la santé et l'éducation pour tous. La campagne s'est bien passée dans l'ensemble. Nous avons expliqué clairement aux gens quelles sont nos ambitions, quels sont les objectifs visés par le parti SADI. Nous serons quand même un candidat une fois élu auprès de notre population, c'est-à-dire au service de tout le peuple malien, notamment précisément la commune 5. Notre grande crainte, c'est la corruption pendant ces élections. Je ne peux pas comprendre qu'un parti peut se baser sur la fraude, la corruption, l'achat de conscience pour avoir des élus. C'est conduire le pays dans la faillite. Ce n'est pas ces députés élus qu'il faut condamner, mais plutôt les partis dans lesquels ces députés sont issus. Je pense que la population est en train de comprendre petit à petit. La lutte continue. Rappelons que pour les élections législatives partielles en commune 5, qui compte 8 quartiers, 14 candidats sont en lice. Le candidat qui sera élu remplacera l'hémicycle Feu Oumou Simbo Keïta, arraché à l'affection des siens le 24 février 2015. Le Parti démocratique pour l'alternance et le renouveau a clôturé cet après-midi sa campagne pour les élections législatives partielles de la commune 5. Au cours de cette campagne, le candidat du parti a, à travers des projets de développement, tenté de convaincre ses électeurs. Reportage de Abdraman Maïga. À cette clôture de la campagne pour les élections législatives partielles de la commune 5 du district de Bamako, 3 activités étaient au programme du Parti démocratique pour l'alternance et le renouveau. Il s'agit d'un match de football ayant opposé 2 équipes de la commune 5, d'un meeting d'information et de sensibilisation et d'une caravane qui a sillonné les 9 quartiers de la commune 5. Cette campagne jugée positive a été une occasion pour le candidat du Parti démocratique pour l'alternance et le renouveau de convaincre la population de la commune 5 du district de Bamako à travers des projets de développement initiés en leur faveur. Le Parti démocratique pour l'alternance et le renouveau, le PEDAR MJCD, se porte très bien. Donc franchement, la jeunesse a répondu à notre appel, et surtout les femmes.
parce que c'est les femmes qui sont vraiment fatiguées dans la commune 5 à cause du problème d'eau. Donc nous avons beaucoup de projets. Nous demandons leur soutien pour pouvoir rentrer à l'Assemblée, pouvoir les soutenir. Nous sommes très confiants et très optimistes. Nous travaillons depuis qu'on était une association, un mouvement, donc jusqu'à devenir un parti un peu avant les élections présidentielles. Donc franchement, la jeunesse malienne est en train de répondre jour après jour à notre appel. Et nous pensons qu'avec ce rythme-là, Inch'Allah, nous aurons notre place. Âgé d'une trentaine d'années, Mamadou Djigedi Djaf appelait encore ici l'espoir des jeunes, se dit confiant après 3 semaines d'intenses activités. L'accès à l'eau potable, l'amélioration du cadre de vie des populations et la création d'emplois ont été les maîtres mots prononcés par le candidat de cette jeune formation politique malienne lors de cette campagne pour les législatives partielles. La commune 5. Nous avons beaucoup de projets que nous comptons une fois à l'hémicycle soumettre et les appuyer de toutes nos forces, donc, notamment le problème d'emploi des jeunes. Donc, nous avons des projets qui nous pensons une fois votés et appuyés à l'Assemblée pourra apporter le changement dans ce domaine. Nous sommes engagés à changer la donne, à améliorer cette situation-là et nous avons des projets de création d'usines et tout. Surtout dans le domaine de l'agroalimentaire et tout. Nous comptons beaucoup le développer pour que les jeunes puissent avoir du boulot. Pour la résolution de ces problèmes qui constituent un casse-tête en commune 5 du district de Bamako, le candidat Mamadou Djigé a invité les populations à sortir massivement et à lui accorder leur confiance le dimanche prochain en votant PEDAR MJCD. Lutter pour l'amélioration du plateau technique dans les structures sanitaires, attirer l'attention des pouvoirs publics sur la mise en place de stratégies au profit des jeunes pour réduire l'immigration. Ce sont là quelques projets du candidat du Front populaire de la commune 5 aux législatives partielles du 30e. Écoutons le docteur Siriba Bengali, candidat de ce mouvement initié par des jeunes de la commune 5 du district de Bamako. Il est au micro de nous, Sissoko. Au cours de notre campagne, nous avons évoqué nos programmes qui se basaient surtout dans les domaines de la santé. On demandait à chercher à améliorer nos plateaux techniques. Là, je l'ai dit, je ne l'ai pas encore, c'est une situation vraiment déplorable qu'aujourd'hui, qu'on voit chaque fois des évacuations pour l'extérieur. Or, nous avons tous les moyens de faire en sorte qu'il y ait de l'amélioration au niveau de nos structures sanitaires. Nous avons tant parlé aussi du côté des médicaments qui en réalité contrefaits, qui sont éparpillés, vendus sur toute l'étendue du territoire, aux yeux de tout le monde, qui à notre avis ne font qu'intoxiquer cette population. Et on avait, dans notre politique, on avait tablé aussi sur ce qu'on appelle le pouvoir d'achat du Malien. On dit qu'aujourd'hui, le Malien peut bel et bien améliorer son pouvoir d'achat. Rien qu'en serrant les contrôles physiques, de le faire chaque 3 ans et de faire en sorte qu'aujourd'hui on essaye de serrer nos finances, nos sources de finances, de façon à avoir une amélioration. On a aussi évoqué le côté de l'éducation et par rapport à l'éducation, on a surtout évoqué l'échec au moment des examens nationaux. On a vu que des sujets qui se baladent de gauche à droite par le comportement irresponsable de certains agents de l'éducation. Donc il est clair pour nous, avec l'informatisation, il est nécessaire aujourd'hui d'informatiser nos centres d'examen et de ne balancer les sujets aux derniers instants. Et on avait parlé aussi du côté de l'immigration. Les gens qui essayent d'aller toujours à l'extérieur, pensant pouvoir faire quelque chose de bon. Or, souvent, on peut bel et bien réussir ici. Et ces gens qui meurent dans les naufrages et dans les circonstances encore confuses, vous voyez ce que ça fait aujourd'hui. Je pense qu'il faut s'organiser, il faut que l'Assemblée nationale joue son rôle, qu'il accepte aujourd'hui d'échanger, d'interpeller le pouvoir par rapport à beaucoup de situations pour qu'on puisse faire. Et on avait dit que le contre-pouvoir aujourd'hui n'est pratiquement insignifiant parce qu'il n'y a qu'une minorité qui est dans l'opposition.
Le RPM peaufine sa préparation à l'élection législative partielle en commune 5 par un meeting géant. Une vingtaine de partis politiques alliés et plusieurs associations se sont donné rendez-vous au stade municipal de la commune 5 pour apporter leur soutien à Togola Jacqueline Marie Nana. Reportage de Batraoré. À 48 heures des élections partielles du 31 mai, le Rassemblement pour le Mali RPM boucle 3 semaines de campagne par un meeting au stade municipal de la commune 5 du district de Bamako. Une vingtaine de partis alliés, autant d'associations de soutien apportent leur appui à Togola Jacqueline Marie Nana, candidate du parti. Le Rassemblement pour le Mali RPM, l'ensemble des partis politiques de la majorité présidentielle, CMP, les associations et clubs de soutien des actions du président de la République vous invitent à un vote massif le 31 mai 2015 en faveur de la candidate RPM, Madame Togola Jacqueline Marie Nana. Le RPM compte surtout sur les jeunes et les femmes pour un succès au scrutin du 31 mai. S'agissant de vous, les femmes, il s'agit de rendre hommage à une femme en surgissant une autre, en accompagnant le président de la République dans son combat du genre qui est également le vôtre. Pour les responsables du Rassemblement pour le Mali, le choix porté sur Togola Jacqueline Marie Nana pour défendre les couleurs du parti au scrutin de dimanche n'est pas fortuit. Le RPM est une famille. Dans une famille, chacun connaît le rôle de la femme. D'abord au plan des statistiques, elles sont les plus nombreuses dans notre pays. Elles sont au-delà de 51%. Donc il est normal, compréhensible et même souhaitable qu'en termes de représentativité, que les femmes soient plus nombreuses au sein de la Chambre. Les responsables du parti au pouvoir se félicitent de la bonne collaboration avec les autres partis pour l'atteinte des objectifs fixés par le président de la République. Nous rêvons tous dans nos états-majors de la création de partis politiques forts qui puissent vraiment déterminer un pays, travailler, œuvrer dans la réalisation d'institutions politiques fortes. Et donc vraiment c'est à l'image un peu de ce que nous avons réussi au niveau du gouvernement, que nous avons travaillé pour conforter d'abord la très large majorité que nous avons à l'Assemblée nationale, parce que vraiment donc il y a le périmètre du président de la République, mais également il y a la très grande majorité, la convention, la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. C'est donc en candidate confiante que le porte-drapeau du RPM s'apprête à aller aux urnes pour ces législatives partielles du 31 mai. Voilà pour boucler cette page consacrée à la législative partielle de la commune 5. Voici donc ce communiqué de la Cour constitutionnelle. Dans le cadre de l'élection législative partielle de la commune 5 du district de Bamako, scrutin du 31 mai 2015, le président de la Cour constitutionnelle du Mali a l'honneur de rappeler aux représentants de l'administration des collectivités locales, aux présidents et membres des bureaux de vote, les alinéas 4 et 5 des dispositions de l'article 98, modification de la loi numéro 2014-054 du 14 octobre 2014 de la loi électorale ainsi libellée. Alinéa 4, le troisième exemplaire accompagné des bulletins nuls, de la feuille de dépouillement et du récépissé des résultats est adressé aux représentants de l'État dans le cercle ou le district pour les élections communales, aux représentants de l'État dans le district ou la région pour l'élection des conseillers nationaux ou régionaux, à la Cour constitutionnelle pour le référendum, les élections présidentielles et législatives. Alinéa 5, ces documents doivent être mis sous pli fermé et cachetés portant la signature des membres du bureau de vote et éventuellement le délégué des partis politiques. En conséquence, toute violation des présentes dispositions lors de l'examen des résultats des bureaux de vote adressés à la Cour constitutionnelle entraînera l'invalidation des résultats des 10 bureaux. La communication au service de la justice, c'est le thème des journées de réflexion initiées par le Centre pour le dialogue humanitaire. Ces journées sur la communication sont organisées à l'intention des membres internes et externes au sein de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Elles visent à renforcer leurs connaissances dans divers domaines de la communication. Ces journées devront aussi permettre à la Commission de se doter d'un plan de communication. Compte rendu signé Lamine Keita. Il s'agit pour les participants de mener la réflexion sur la problématique de la communication au sein de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. La communication est essentielle dans le cadre de leur mission, d'où l'importance de ces journées.
C'est une journée extraordinairement riche où on peut voir les spécificités de la société malienne et aussi comment mieux aborder les questions de justice dans cette société si riche et si diverse. La communication est un élément essentiel parce que donc il faut qu'il y ait une communication très claire pour que chacun, qu'il vive à Bamako, qu'il vive dans le nord du Mali ou dans le sud du Mali, puisse avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui bouge, que les torts ont été reconnus, que les crimes ont été aussi identifiés et que réparation est en train d'être faite. Le secrétaire général de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation a salué les efforts estimables du Centre pour le dialogue humanitaire en faveur de sa structure. C'est pour d'abord nous permettre de renforcer les capacités des membres de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, le secrétaire général plus exactement, en termes de communication, que ce soit en termes de communication interne, externe, ou encore l'utilisation des différents canaux de communication. Nous avons voulu faire appel à notre partenaire du centre HD pour essayer de discuter sur tout ça, pour nous permettre de nous approprier de comment utiliser ces différents canaux et de faire attention à la bonne marche de la commission en termes de communication parce qu'elle constitue quand même l'un des facteurs les plus importants dans le cadre de la réussite d'une telle structure. À l'issue de ces journées, la commission se dotera d'une stratégie de communication. Relance économique et gouvernance des affaires locales à Tombouctou. Le sujet est au centre d'une rencontre initiée par l'Association malienne pour la survie au Sahel, l'Alliance pour renforcer la gouvernance en Afrique et leurs partenaires britanniques. Pour plus de précisions, écoutons le coordinateur de l'Association malienne pour la survie au Sahel, Yaya Mémé, interrogé par Aïssata Ibrahim Maïga. La conférence d'aujourd'hui porte sur le projet irrégal et relance économique et gouvernance des affaires locales. Ça a commencé en décembre 2014 et jusqu'à juin 2015 et nous intervenons dans 6 communes de la région de Tombouctou. Et l'objectif c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'on peut lier l'action au concret et au dialogue au niveau de communes d'intervention. Nous avons commencé par des formations de nos leaders communautaires sur l'analyse des conflits, sur la gouvernance, sur la relance économique. Également, nous avons organisé beaucoup de rencontres d'information et d'échanges entre les communautés au niveau des villages et fractions. Ensuite, à l'issue de ces rencontres et villages, des réponses locales sont sorties par les communautés elles-mêmes qui partent sur la relance économique au niveau de leur communauté. Donc nous étions là pour appuyer, à l'issue de nos différentes rencontres, pour appuyer ces initiatives locales. Donc au total, nous avons pu financer 24 micro-projets dans ces 6 communes-là, qui portent notamment sur les actions de maraîchage, les actions d'appui aux femmes, les actions d'appui aux handicapés, les actions d'appui aux jeunes, mais également des actions d'appui au soutien à la paix et à la cohésion sociale au sein de ces communautés. Donc la conférence d'aujourd'hui, c'était pour venir présenter tous ces bilans-là, les acquis que nous avons faits, l'engouement que ça a suscité, mais également les attentes de ces communautés par rapport à tout ce qui est paix, tout ce qui est développement et tout ce qui est relance économique. Nous pensons savoir que la crise a beaucoup impacté ces zones-là et les communautés attendent beaucoup des partenaires et donc nous pensons qu'à travers cette conférence nous allons présenter et que les acteurs qui interviennent puissent prendre, appuyer également, continuer à appuyer également ces communautés pour le bonheur de ces communautés. Du sport maintenant, football, championnat d'Afrique des moins de 23 ans au Sénégal. Les Aigles Espoirs reçoivent demain samedi leurs homologues de la Mauritanie au compte du match retour du 2e tour. Après le nul d'un but partout à l'aller en Mauritanie, les Espoirs maliens se sont préparés sereinement en vue d'obtenir la qualification. Ils sont à l'internat à Kabbalah où notre équipe de reportage dirigée par Aldou Matina est allée les voir. Composée majoritairement de joueurs évoluant à domicile, l'équipe nationale espoir du Mali rêve de participer au prochain championnat d'Afrique U23 au Sénégal. Mais pour y arriver, l'entraîneur Cheikh Oumar Koné et sa bande ont encore du chemin. D'abord franchir le 10e tour ce samedi en recevant la Mauritanie. On a joué une première mi-temps, c'est une équipe qui peut se métamorphoser. On ne peut pas tout juste dire que nous allons gagner. Mais la réalité, c'est sur le gazon vert. Et j'espère que nous allons nous qualifier. Nous jouons pour notre qualification. Dans l'ensemble, ça va. Nous voulons nous qualifier. Je mets l'accent sur la qualification. Nous allons aborder ce match avec tous les atouts de notre côté pour pouvoir nous qualifier. Ayant obtenu le nul 1-1 à notre choc le week-end dernier, le capitaine Bouakar Diarra du tout-puissant Mozembe et ses coéquipiers n'ont qu'un seul objectif, s'offrir la victoire et entrevoir la suite avec sérénité. L'important pour nous, c'est de qualifier seulement. Le match qu'on avait délivré là-bas, on n'a pas eu beaucoup de chances. Sinon, on voulait même tuer le match là-bas. Tout ce que moi je veux demander aux supporters, il ne faut pas qu'ils baissent les bras.
je vais leur garantir la victoire. En tant que capitaine, tout ce que moi je veux lui dire, il n'a qu'à venir seulement au terrain pour nous supporter. S'il plaît au bon Dieu, on ne le décevra jamais. Seule la qualification compte pour moi. Le résultat, c'est autre chose. Nous allons jouer pour que le Mali se qualifie pour le 3e tour. Nous sommes partis là-bas. J'espère qu'avec ce que nous avons vu, sauf séisme, j'espère que le Mali peut se qualifier. La rencontre est prévue ce samedi au stade Omnisport de Modibo Keïta à partir de 17h. Elle sera dirigée par des arrivistes guinéens. L'équipe qui se qualifie affrontera au dernier tour le Gabon. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité des images de cet élément. Quelques nouvelles avant de boucler définitivement cette édition. Joseph Sepp Blatter, âgé de 79 ans, a été réélu à la tête de la FIFA pour un 5e mandat de 4 ans. Son adversaire, le prince Ali bin Al-Hussein, n'a comme prévu pas fait le poids par rapport à Blatter, qui est président de l'instance mondiale depuis 1998. Le Suisse n'a pas été élu dès le premier tour, en récoltant 133 voix sur 209. Alors que 170 étaient nécessaires pour clore l'élection. Alors qu'un second tour allait débuter, le prince Ali a annoncé son retrait de la course. Blatter donc qui rempile la tête de la FIFA. Et puis cette nouvelle de taekwondo, notre compatriote Ismaël Koulibaly a remporté la médaille de bronze au championnat du monde de taekwondo 2015 qui se sont déroulés à Tcheliabinsk en Russie, j'espère que je prononce bien, du 12 au 18 mai 2015. Après 4 combats remportés successivement contre les champions du Qatar, de la Bulgarie, de la France et du Portugal, il s'est incliné en demi-finale face aux champions d'Ouzbékistan. Rappelons qu'Ismaël Koulibaly avait même enregistré ce même résultat en 2011 aux championnats du monde de taekwondo qui se sont donc déroulés en République de Corée. Et puis juste après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne de ACJS, du PRVM Fasoko et de l'indépendant Seriba Bengali. Voilà, c'est tout pour cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi dans la suite des programmes sur votre télévision nationale. Bonsoir.